Bonsoir. 3 jours de rencontre pour les ministres ivoiriens. Le gouvernement Hachi est en séminaire depuis mercredi à la salle des pas perdus du palais présidentiel. De quoi s'agit-il? Quels sont les objectifs de ce séminaire? On en parle dans quelques instants. Et comme tous les jeudis, nous aurons une fois de plus notre séance de décryptage. André Bois, Alain Toussaint seront aux côtés de Rabia Diallo et Edith Broubleu pour une analyse pointue de l'actualité de la semaine. Les attaques contre les positions de notre armée, les coupures intempestives d'électricité, la triste série des viols et de meurtres à Abidjan. Tous ces éléments seront passés au crible par notre équipe d'experts. Et pour finir notre soirée dans la bonne humeur, nous recevrons la visite de Mike Danon qui nous gratifiera d'un joli point de stress. Comme à son habitude. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans le Live Talk. Oyez, c'est jeudi et c'est l'acte 4 de notre rendez-vous. Alain Toussaint nous a gratifié d'un petit moment de réflexion tout à l'heure, une grande réflexion parce que pour nos téléspectateurs qui n'ont pas l'information, monsieur Alain Toussaint est un grand fan de mots. Les mots, il les manipule, oui. Les mots, il est tort, les mots, il en rit. Tant que les mots ne créent pas des mots. Oh, MAUX. Quelle illustration, quelle illustration. Merci. Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir à tous. André, bonsoir. André, bonsoir Brice. Bonsoir, mesdames, Rabia Diallo et Edith Broubleu, comment allez-vous, mesdames? Très bien, très bien. Et toi là? Ça va très bien, merci. Les gens, ils ne posent pas souvent la question ici. C'est vrai. Non, tu sais, on s'inquiète pour toi. Très bien. Contrairement à la preuve. Bien sûr. Alain Toussaint, il a fait sa 2e dose de vaccination. Donc mais je vais le rejoindre bientôt. Ça va. Bientôt, Ah, oui. pour la première. Ah oui, je vais initier aussi, avant que ça soit périmé. Et je te suivrai. Oui. Où tu iras, j'irai. Je te suivrai, c'est ça la chanson. Bon, allez, on va faire notre décryptage. Mais avant, petite escale du côté du Live Actu. C'est tout de suite. On l'a dit, hein, le Premier ministre Patrick Hachi Jérôme, on le rajoute de plus en plus maintenant, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ce deuxième prénom fait autant, refait surface. On me signale que ça, en plus, non, c'est pas avec un G, mais que... C'est un J. Un J, bien sûr. Alors, donc, le Premier ministre et les membres du gouvernement sont en séminaire depuis hier, mercredi, pour 3 jours. Ils vont réfléchir. En pleine réflexion du côté de la salle des pas perdus, donc au palais présidentiel. Et lors de ce séminaire, en tout cas qui démarre, le Premier ministre Patrick Hachi Jérôme a exhorté ces ministres, qui sont au nombre de 42, il les a exhortés à renforcer la cohérence dans la planification et la programmation. Et ce séminaire a une double ambition, il faut le savoir. D'abord, d'une part, renforcer la cohérence dans la déclinaison des instruments de planification et de programmation. Et d'autre part, parvenir à un alignement total entre les ressources du budget 2021 et les priorités du président de la République, notamment en termes de changement de vie concret apporté aux populations que nous sommes. Et le séminaire définira les axes stratégiques d'action des différents départements ministériels pour la période 2021-2023 sur la base du programme Une Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara et du plan national de développement qu'on appelle PND. Particularité de ce séminaire, il voit la participation du secteur privé. Du secteur privé, évidemment, parce que c'est une discussion inclusive. Et on sait très bien le caractère rigoureux, en tout cas des actions menées par le Premier ministre Patrick Hachi. Et on sait très bien également son implication dans les discussions, dans les négociations avec ce secteur privé qu'il veut dynamique. Parce qu'il veut développer des champions nationaux et c'est important de le noter. Et un autre point également à noter, c'est que le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi s'est également engagé hier à impulser la croissance économique de la Côte d'Ivoire afin de, je cite, ramener le taux de pauvreté à moins de 20% de la population en 2030 contre 39% en 2018. Et il a déclaré lors de son discours d'ouverture pendant ce séminaire qui prendra fin demain, vendredi 23 avril. Excusez-moi, comment il compte
y parvenir, c'est-à-dire ramener le taux de pauvreté de 20% de la population en 2030 contre 39%. Comment ils comptent y parvenir? Mais tout simplement, je te l'ai dit tout de suite, une Côte d'Ivoire solidaire, donc ce programme du président Alassane Ouattara, et le déploiement et de l'exécution également du plan national de développement PND. Donc c'est toute une stratégie qui sera mise en place, qui sera développée. C'est un séminaire, il y a des réflexions qui sont en cours et on verra bien quels sont les critères qui seront mis en place pour parvenir à arriver jusqu'à moins de 20%. C'est un énorme challenge. Je l'ai dit dans un tweet aujourd'hui, c'est un énorme challenge parce que ça demande du temps. Je pense qu'il y a beaucoup d'actions à mener pour pouvoir vraiment baisser déjà même le niveau de pauvreté qui est environ à 45% si je ne me trompe pas, 46%, même déjà le baisser à 43%. En l'occurrence, à propos des actions, en l'occurrence, faire de l'emploi un combat politique quotidien en mettant tout particulièrement au cœur nos actions, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes et autres, accorder un intérêt toujours plus crucial aux problématiques d'amélioration du capital humain. Et pour ajouter à ta préoccupation, concernant la stratégie, d'ici à 10 ans, Patrick Hachi veut doubler le PIB par tête d'habitant et permettre à ce qu'une majorité d'Ivoiriens appartenant à la classe moyenne, avec un secteur privé plus fort qui intégrera d'ailleurs le digital dans sa production. Donc on verra bien. Ma voisine qui regarde cette émission tous les soirs me disait quand elle a eu l'information, est-ce que ça c'est pas encore un autre discours de politicien? Oui, après les discours, il faut passer aux actes. Comment crée-t-on de la croissance? Comment lutte-t-on contre la pauvreté? Comment réduit-on le nombre de pauvres? Je pense que c'est par la création d'emplois. On parle très souvent d'emploi jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes qui seraient en quête d'emploi ou au chômage. Je crois qu'il faut une politique plus élargie, donc à toutes les classes. Et puis il y a aussi les seniors qui, une fois arrivé l'âge de la retraite, ne savent pas toujours comment trouver des compléments de ressources. Il faudra également aussi une politique agissante vis-à-vis de ces centaines de milliers de dévanciers. Donc c'est une politique quand même qui se veut, je veux dire, bon, on a vu, assez ambitieuse. On attend de voir comment tout ça va se mettre en marche. En tout cas, pendant 3 jours, ils vont aborder des questions, vous le savez, donc des questions d'éducation nationale, de santé, d'emploi jeune, de lutte contre la pauvreté. Non, la clé de tout ça, de toute cette stratégie à mettre en œuvre, on aura beau citer le PND, la Côte d'Ivoire solidaire, le plan social, le PS Gouv, par exemple, tout ça, ce sont que des textes, mais dans les faits, des concepts, mais dans les faits, le gouvernement de Côte d'Ivoire doit investir dans le capital humain. Et lorsqu'on parle de capital humain, c'est renforcer le niveau d'éducation, améliorer le système éducatif. Je crois que la ministre veut faire des réformes et des rencontres des États généraux de l'éducation nationale. Il faut dépoussiérer tout ça et il faut vraiment une volonté politique parce que c'est bien de créer des emplois, mais il faut pouvoir créer des emplois qui ne sont pas des emplois fragiles, comme on le dit, et pouvoir diminuer le niveau d'emploi informel, comme on le voit. Ou précaire. Ou précaire, pour avoir des emplois dans le secteur tertiaire, dans le secteur secondaire. Donc c'est un gros challenge. Alors moi, je regarde tout ça avec un petit rictus, parce que bon, c'est vrai, le gouvernement est soit dit dans l'action, dans la gestion, dans la communication. Là, je pense que c'est dans la communication, parce que, excusez-moi, on sort d'une élection où il y a un programme de gouvernement qui a été voté par les Ivoiriens, et on me fait ce grand raout. Moi, c'est dans la méthodologie que je critique. On me fait un grand raout, bon, enfin tout ça, il y a de belles photos. Je vois un peu même certains ministres qui regardent un peu ce travail. Pour moi, c'est de la grande communication, parce que je pense que quand on a voté sur la base d'un programme qui a été préparé, non, on entend le jouer, enfin, c'est à croire que c'est là qu'on est en train de préparer vraiment toutes les réalités économiques de la mise en œuvre du programme du président. Enfin, moi, je pense que... C'est un peu la tradition aussi, les séminaires gouvernementaux. Mais pour moi, je veux dire... Mais les séminaires, moi, sous Alassane Ouattara, j'en ai vu, mais les séminaires de cette nature-là, dans des grands pays occidentaux, où on a voté le programme d'Emmanuel Macron, ou je ne sais plus, de Joe Biden, on commence à le mettre en œuvre, mais on le déroule, quoi. Enfin, je pense... C'est vrai que ça fait un moment que cette pratique-là a lieu, depuis même Amadou Gon, etc. Mais je ne pense pas que, vraiment, ce soit
la chose la plus efficace. Enfin, je n'ai pas encore constaté que ça a été la chose la plus efficace. Mais pour moi, quand on doit dérouler un plan, il faut bien qu'on se rencontre, il faut bien qu'on puisse mettre en place, il faut bien qu'on puisse faire des réunions. Pour moi, c'est juste une réunion. Les conseils des ministres sont faits pour ça. Oui, mais il y a déjà des grands moments de la République, les conseils de ministres se font pour parler des choses ponctuelles, des problèmes ponctuels, à mon avis. Là, on parle d'un programme national de développement. On parle d'un programme sur 9 ans. Pour moi-même, de 20... Non, mais ça, c'est juste une opération... Non, mais laissez-moi aller jusqu'au bout de mon propos. C'est une opération de communication. C'est une opération de communication. Qui n'est pas désagréable non plus, parce que le gouvernement... On va laisser Rabia terminer. À mon avis, on ne peut pas demander à un gouvernement qui vient d'être... Enfin, à un régime qui vient d'être... renouvelé, entre guillemets, qui est en train quand même pour moi de mettre en place des actions qui devraient pouvoir nous rendre optimistes. Mais je trouve qu'à chaque fois, on doit rechigner sur ci, sur ça. Ah ben, on n'est pas content quand on ne fait rien, quand on décide d'organiser des réunions pour parler, pour même définir et parler des axes. Non, attendez, laissez-moi terminer. Même ici, on fait des réunions pour... On ne peut pas mettre en place... La réunionnite. Mais laissez-moi... Trop de séminaires, trop de symposiums. S'il vous plaît. Non, sérieusement, il faut laisser terminer. Oui, elle va terminer. À un moment donné, il faudrait qu'on puisse se poser et définir ce qu'on aura à faire après, dans 6 mois, dans un an. Il y a un programme. Non, il y a un programme. Il y a des objectifs. Il y a un programme, il y a des objectifs. Mais pour y arriver, il faut un plan d'action. Pour mettre en place un plan d'action, il faudrait qu'on se voit. On n'a pas besoin de le mettre sur la place publique. Mais évidemment qu'on doit le mettre sur la place publique parce qu'ils sont aujourd'hui... On a noté votre point de vue. Le reproche qu'on peut faire aux gouvernants africains, ça ce n'est pas particulier à la Côte d'Ivoire, c'est que très souvent des informations stratégiques ou des questions stratégiques soient débattues sur la place publique. Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin de grands raouts, comme l'a dit André. Ce sont des rencontres qui peuvent se faire, comme le Conseil des ministres qui a lieu à huis clos, pas sous les, mais là, par exemple, sous les caméras. Pour ce séminaire-là, il faut la participation du secteur privé. Tout cela peut se faire en privé. Tout cela peut se faire en privé. On n'a pas besoin de publier tout ça. Rapidement, je vous peut-être guide là-dessus. Vous parliez de plan d'action. Et là, ça a été dit dans ce que vous avez dit. Il y a un plan national de développement et il y a le programme de gouvernement Côte d'Ivoire solidaire. Mais en plus, ce qui est intéressant, il faut que vous compreniez, la seule conception du plan national de développement, je n'ai pas dit l'application, la seule conception a coûté des millions de francs. Oui. Donc, on est en train de m'expliquer des centaines de millions de francs. Oui. On est en train de m'expliquer qu'on va prendre des centaines de millions de francs pour concevoir le plan national de développement, parce que pour le faire, on va chercher dans les experts, dans tous les départements, ce qui manque au niveau de tel secteur. Et c'est le séminaire gouvernemental de 3 jours qui va nous expliquer aujourd'hui comment on met en place le développement de ces 5 prochaines années. Mais pas forcément. André, excuse-moi. C'est un nouveau gouvernement, c'est une nouvelle équipe. Il y a un nouveau Premier ministre et aujourd'hui, il met en place... à donner à ces activités-là. Voilà. Mais le Conseil des ministres... Mais non, le Conseil des ministres n'est pas fait pour ça. Et le Conseil des ministres n'admet pas, par exemple, pour cette fois, la participation du secteur privé. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que c'est vrai que je vais rejoindre cette fois-ci Alain et André. Ce sont des technocrates. En tout cas, le Premier ministre est déjà un technocrate. Oui. Pour ces différents plans, il y a déjà une exécution, une préparation qui est prévue. Et je ne pense pas que c'est lors d'un séminaire de 3 jours qu'on va maintenant venir développer, même avec le secteur privé, développer le plan d'action ou réfléchir. Non, ce sont des actions qui se prennent... Est-ce que le principe n'est pas aller... Non, moi, à mon avis... Après, peut-être qu'on n'a pas toutes les informations, mais le principe si l'objectif, c'est de pouvoir dire, OK, nous sommes en train de nous préparer à exécuter parce que le plan, il est prêt, OK. Mais si c'est pour nous dire qu'on est en train de réfléchir à la programmation, à la planification, on a un problème. Non, moi, ce que je pense, c'est que c'est un nouveau gouvernement avec une nouvelle équipe, un état d'esprit, des objectifs. On est obligé de se poser et de mettre tout le monde au même niveau d'information. Question état d'esprit et question objectif. Pour moi, ça va juste... Qui prépare le Conseil des ministres. Voilà, le conseil de gouvernement. On fait des arbitrages, etc. sur le programme qui est déjà connu. Et puis, sur 10 ans, on a eu également l'émergence à 2020. Je pense que les Ivoiriens également, ils se posent des questions. Lorsqu'on parle d'arriver à un taux de pauvreté de moins de 20%, après les promesses d'émergence, forcément, il y a des questionnements. Donc,
Il faut plutôt aller maintenant dans l'exécution. C'est vrai qu'il faut faire des relations publiques, qu'il faut communiquer. C'est de la Qu'est-ce qui vous pose Surtout pour problème? les Moi, j'ai une institutions question. internationales. Qu'est-ce qui vous pose vraiment problème moi dans cette réunion, On monsieur? parle d'avoir un plan d'exécution prêt avec des points. Point 1, Mais point 2. peut-être Qu'est-ce qui que vous c'est pose le problème next dans cette step. réunion? Pour moi, c'est le Non, next ce qui step. pose problème pour On est moi, pressé. c'est la méthodologie. C'est-à-dire que moi, je pense que, et mes amis l'ont suffisamment développé, qu'on a suffisamment de grands moments pour réfléchir. Et c'est des moments qui coûtent déjà cher à la République, où tous les mercredis et les mardis, il y a des conseils de gouvernement pour réfléchir point par point. Je dis par exemple, le mardi dernier, on aurait pu avoir notre grand programme sur l'éducation, par exemple, qui a été décidé, et on vient en conseil des ministres, on dit bon, pour adopter ce plan, on a besoin des moyens, la mobilisation, etc. André, moi j'ai une question pour vous. Moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, que 3-4 heures de conseil de ministres puissent mettre ensemble, en synergie, l'ensemble des points qui seront développés, par exemple, dans 3 jours de séminaire? Question. Mais il n'y en a pas qu'un seul par an. Il y a des conseils de ministres chaque semaine, précédés d'un conseil de gouvernement. Les ministres se parlent, ils ont des directeurs le temps de parler à des experts. Je vous retourne la question. Qu'est-ce qui vous pose problème, Alain Toussaint, dans le cadre de ce séminaire? Non, moi j'apprécie ce moment de communication, mais du point de vue de l'exécution, de l'application, on n'a pas encore les conclusions. Donc on ne peut pas déjà commencer à faire des discours un peu hâtifs, mais je veux dire, c'est un peu, si c'est de ce séminaire qu'on attend peut-être un plan, etc., on verra demain, puisque le séminaire prend fin vendredi. Demain. Voilà. Mais j'estime que moi, c'est d'abord la manière de faire. Réfléchir sur la place publique, franchement, je trouve que... Ils ne sont pas non plus à la salle publique. Ils sont pas les présidentiels. Quelle information sensible est sortie de cette réunion? Je suis désolée, quelle information sensible est sortie de cette réunion? Et pour moi, est-ce que dans les conseils du gouvernement, on peut inviter le secteur privé à venir débattre? Ben oui. Mais bien sûr. Très bien. Il y a des observateurs souvent particuliers qu'on peut convier même à des réunions des ministres. On peut inviter justement le directeur général de l'énergie à venir au conseil des ministres pour éclairer, etc. Enfin, là, il ne s'agit pas il s'agit du secteur privé. Oui, mais pourquoi pas? D'entreprises, de chefs d'entreprise, etc. C'est bien noté, chacun son point de vue sur la question. Rabia, par contre, si c'est une réunion, ce séminaire, il a raison d'être, il a ses raisons, et puis il a certainement des choses intéressantes. Mais c'est un peu trop de communication, si on est d'accord. Et il manque un point, le point sur la sécurité. Ils en parleront, je pense. J'espère, mais en tout cas, là, au point énuméré, il n'y a pas le point sur la sécurité. S'ils n'en parlent pas, jeudi prochain, je vous permets de relever cela. Ça sera tout pour aujourd'hui concernant ce point, en tout cas, le FAQ. Il y aura un décryptage juste derrière. Vous avez déjà noté que ça commence à bien s'animer sur ce plateau. À tout de suite. Le tout premier point de ce décryptage va concerner la sécurité, l'attaque perpétrée contre la base militaire de Ndotré dans la nuit du 20 au 21 avril, qui vient s'ajouter à celle de Kafolo et de Teini. Eh bien, même si elles n'ont pas l'air là comme ça d'être liées, elles ont le mérite de troubler. Hein, en tout cas, elles ont la particularité de troubler un tout petit peu la quiétude des Ivoiriens et qui se posent de nombreuses questions. La première d'entre elles, c'est: doit-on commencer sérieusement à s'en inquiéter sur ce plateau? Enfin, est-ce que c'est sur ce plateau qu'on doit s'en inquiéter? Non, depuis la République... Sur ce plateau, vos réactions, vous pensez... Oui, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Oui, depuis toujours. On doit être inquiet de savoir que à tout moment, de façon récurrente, soit c'est à Kafolo, c'est à gauche et à droite. Mais là, quand même, on a 3 attaques en 3 semaines. Quand même. Une fois qu'on a fini sur l'inquiétude, parce qu'évidemment, du coup, l'inquiétude doit être vraiment très, très forte. Moi, je pense que, et je ne vais pas vraiment être trop méchant, on a un tout petit peu failli. J'allais utiliser l'autre mot, mais je pense qu'on a un tout petit peu failli. Notre système de sécurité, nos grands commandements. Parce qu'imaginez que si on était dans un autre pays, on aurait appelé soit le ministre de la Défense à passer devant l'Assemblée nationale pour s'expliquer, ou quelques grands commandements à passer dans une commission un peu à huis clos. Parce que, excusez-moi, dans d'autres pays, on aurait parlé, Alain peut-être va en témoigner, on aurait parlé d'un plan Vigipirate parce qu'on est dans une situation un peu critique. Enfin, moi, je veux dire, que des gens passent quand même toute la Côte d'Ivoire et se retrouvent aux portes d'Abidjan, excusez-moi, ce n'est pas une victoire qu'on a eu 3 morts. C'est comment ils ont pu passer. On nous annonce qu'il y a eu des alertes, etc. Mais quel est le plan de vigilance qu'on met en place pour déjà un peu se dire que non, on est dans un pays
qui est en proie justement à certaines attaques. Pour moi, on a failli, et je ne veux pas dire que c'est la faillite, mais je le dis quand même. Non, après, c'est normal de s'inquiéter. Je pense que c'est très important de s'inquiéter. Plusieurs attaques en l'espace de quelques mois. Là, on a l'impression que ça s'intensifie, on a l'impression que ça devient très poussif. Et en plus, comme tu le dis, on est aux portes d'Abidjan. Mais après, je ne suis pas d'accord avec toi sur le point de peut-être des insuffisances au niveau des services de renseignement ou peut-être une petite faillite au niveau du ministère de la Défense et de la Sécurité. Je pense et je sais qu'ils font un travail de titan. Ils déjouent de nombreuses attaques régulièrement. Oui, ils déjouent de nombreuses attaques. Les services de renseignement fonctionnent. Ils déjouent de nombreuses attaques. En tout cas, de certaines sources. Peut-être qu'ils attendent que les éléments suspects passent à l'action pour pouvoir mettre la main sur ces personnes. Mais après, je pense que le dispositif, il fonctionne. Maintenant, les points d'alerte sont également importants à noter, c'est vrai. Pour les populations, c'est vrai que dans le communiqué du général des forces armées, il a demandé aux populations, de rester sereines et de vaquer à leurs occupations. On ne va pas reprendre bien sûr, c'est de la communication. Bien sûr, c'est de la communication, mais je considère que les forces de défense et de sécurité, le ministère et les services de renseignement font leur travail. Il faut continuer à intensifier les... Non, vous n'estimez pas qu'ils ne font pas leur travail. Je dis qu'ils doivent faire encore mieux leur travail. C'est pas pareil. Vous estimez qu'on doit s'en inquiéter, mais il n'y a pas péril à la maison. Il est important que chacun d'entre nous reste vigilant. Voilà. Et puis, voilà. Il y a une faille, mais il n'y a pas de faillite. Exactement. Très bien. Abia Diallo. Moi, je pense qu'il faudrait effectivement s'en inquiéter, mais prendre conscience également, peut-être qu'on n'a pas seulement un seul ennemi en réalité. Parce que moi, à la radio, j'ai entendu parler d'un passeport du Libéria, d'un passeport libérien, qui aurait qui aurait été. Non, on ne discute pas sur. Moi, je pense que c'est important de savoir qu'on n'a pas seulement le terrorisme en ennemi. Peut-être qu'on a d'autres sources qui viennent aussi qui veulent peut-être vouloir déstabiliser le pays pour d'autres raisons. Et pour moi, c'est une raison supplémentaire de s'inquiéter. C'est pas parce qu'on n'a pas seulement une stratégie à mettre en place, peut-être les ennemis sont différents, etc. Moi, je me pose la question aujourd'hui. Redoubler de vigilance. Redoubler de vigilance, c'est plus seulement pas le terrorisme. Voilà, c'est pas seulement le terrorisme. Il y a peut-être d'autres choses. Quand on dit qu'on a sur le lieu de l'attaque, on a retrouvé un passeport qui serait du Libéria. Jusqu'à présent, on n'a pas, c'est pas une information officielle, mais sur les antennes des RFI, moi je l'ai entendu plusieurs fois. On vous confirme parce qu'on a aussi une chaîne sérieuse. Évidemment, mais aujourd'hui, moi, la question que je me pose, est-ce que ce ne serait pas cette faille peut-être des renseignements, est-ce que ce ne serait pas lié au changement à un moment donné aussi dans le gouvernement, parce que au niveau du ministère, il y a eu des changements, etc. Et on sait qu'en général, le temps que la machine prenne, il y a des petites failles qui font que peut-être... Il y a une continuité dans le je sais, mais bon... On va revenir sur ce point-là. Oui, après on va revenir sur ce point, sur les responsabilités. Mais pour l'instant, la première question, c'était est-ce qu'il fallait s'en inquiéter? Alain Toussaint ne s'est pas encore exprimé sur la question. Non, je pense qu'il faut naturellement s'en inquiéter. Mais nous ne sommes pas dans une région facile du point de vue sécuritaire. On voit les menaces au Burkina, au Mali et dans d'autres pays de la sous-région. Et sur peut-être à la fois le terrain du terrorisme et puis d'autres terrains qui peuvent être politico-militaires, il y a des risques réels. Vous parliez de documents qui proviendraient du Libéria, etc., donc de combattants qui viendraient de ce pays-là. Je pense qu'il faut s'en inquiéter. Parler de la faillite des services de renseignement ou des armées, je ne pense pas, parce que c'est une affaire difficile. Même dans des pays comme les États-Unis, la France, on a vu les attaques dont ces pays ont été l'objet, malgré les moyens dont ils disposent. Surveillance par satellite, avec un peu plus de monde. Ce n'est jamais facile de lutter contre un ennemi invisible. Donc c'est une guerre... Ces attaques ont été repoussées, en tout cas la dernière a été repoussée. On peut dire que nos forces de défense ont la capacité de réaction face à un certain nombre de choses. Je vais au-delà de cela, parce que je vais être un peu dans l'analyse en fait. Donc c'est une guerre asymétrique. On ne sait jamais d'abord les méthodes qu'ils utilisent. Voilà, on ne sait pas à quel moment ils frappent. On ne sait pas quels sont les moyens humains, logistiques qui sont utilisés. Donc c'est extrêmement difficile. Maintenant, la difficulté aussi vient du fait que très souvent, les populations ne coopèrent pas toujours. Je ne parle pas des dénonciations calomnieuses, parce qu'on peut désigner toujours tel ou tel individu comme étant une menace potentielle,
mais il faut véritablement sensibiliser les populations à ce que, au fait que la menace est là. Voilà. On n'agite pas le chiffon rouge, on ne veut pas faire peur, mais il y a, d'après les renseignements d'ailleurs qui avaient été rendus publics par, je crois, le service secret français en février ou mars dernier, que la Côte d'Ivoire est dans l'œil du cyclone. Et je pense que ce harcèlement de nos forces de défense et de sécurité, ce harcèlement de nos forces armées, est un peu le résultat de tout ça. Rapidement, vous avez dit. Rapidement, ou que je suis en désaccord avec Alain Toussaint, mais écoutez, aux États-Unis ou ailleurs, les dénonciations doivent permettre aux différentes armées de revoir leur façon d'agir. D'abord, on parle de signalement, pas des dénonciations. Non, quand je dis dénonciation, le fait que je Mhm. dénonce la faillite, pardon, je parle au bout, la faillite, ça doit permettre aux uns et aux autres de revoir leur dispositif. Parce que l'autosatisfaction, excusez-moi, dans le communiqué du général Lassina Doumbia, bon, c'était un communiqué, enfin, à la limite, c'était un compte rendu de journaliste. Mais je pense qu'à un certain moment, il faut que les Ivoiriens que nous sommes sachions véritablement quelle est la politique qu'on met en place en termes de sécurisation au regard du contexte. Mais est-ce qu'il peut... Vous avez dit rapidement, je reviens à vous tout à l'heure, Rabia. Oui, mais ils ne peuvent pas, aujourd'hui, moi je ne peux dévoiler. pas être... Je ne peux pas être dans la stratégie de dévoiler. Bon, une fois, il faut qu'elle termine, Rabia. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas aussi dévoiler, justement, communiquer sur la façon dont ils ont l'intention de prendre, de faire face à ces attaques-là. Ils ne peuvent pas. C'est des choses, mais bon, ils peuvent dire ça fait partie de la toutes les stratégie. mesures. Le plan Voilà. Vigipirate, Oui, on ne communique pas. Mais on nous Non, mais annonce qu'il y a un plan on voit des de dispositifs. niveau au niveau du déploiement sécuritaire, etc. Mais on voit des dispositifs de cargo déployés dans la ville. On voit des militaires, des policiers déployés dans la ville. Je veux dire, ils ne vont pas, comme tu le dis, ils ne vont pas déployer la stratégie de défense en étant tellement transparents qu'ils vont vouloir tout nous dire. Après, vous nous dites, qu'on a des suspects qui au sont dans séminaire, on passe sur la place publique, et là-bas, la stratégie de défense, ce n'est pas le fait de dévoiler, c'est le fait de nous faire comprendre qu'il existe un plan qui est gradué en fonction de la menace. Donc, Moi, j'ai une question. Donc, toi, tu penses que parce qu'ils ne l'ont pas dit que ce n'est pas fait? Ou bien tu aimerais juste qu'ils rassurent la population? Je veux dire, moi je considère que si on me le dit pas, parce que demain, quand la police nationale lance le plan épervier, mais pourquoi il m'appelle pour me dire qu'il lance un plan épervier? Parce que justement, il y a un plan qui est conçu. C'est pareil aussi pour l'armée. Donc si je te comprends bien, il faudrait que le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur puisse préciser, donner le nom à ce plan en précisant les différents dispositifs qu'inclut ce plan. Après, s'il vous plaît, après la question à se poser, c'est est-ce que cette attaque-là déclenche un niveau d'alerte? Un niveau d'alerte, forcément, mais on n'a pas besoin de communiquer sur les modalités de ce plan, je ne suis pas sur les modalités, bon, enfin. les détails de ce plan. Mais c'est surtout ça, moi, la question. Est-ce que cette attaque est suffisante pour déclencher une révision du niveau d'alerte? On est dans un contexte, mais je vais plus loin. Parce que quand vous parlez de Vigipirate, M. André Bois, quand vous parlez de Vigipirate, il y a des faits graves, il y a des situations graves qui ont déclenché peut-être l'opération Vigipirate. Mais vous pensez que ce qui s'est passé à Kafolo, c'était pas grave? Ah non, pas au Kafolo, pas façon. Non, je veux dire qu'à partir du moment où on a attaqué à Kafolo, régulièrement. Grand Bassam, c'est pas très loin, il y a 5 ans. On a été à Kafolo, on a été attaqué vers Bouna il n'y a pas très longtemps. Donc ça veut dire qu'en ce moment, on monte le niveau d'alerte et ça a un nom. Enfin, je ne sais pas comment on appelle pour le nôtre. Ils l'ont peut-être pas dit. Mais peut-être qu'ils l'ont pas précisé. Moi, j'ai vu. Bon, alors, chacun va parler de ses sources. Nous avons vu moi, j'ai eu l'occasion de voir des documents circuler qui parlaient d'une révision du dispositif, d'un renforcement d'un dispositif à propos d'une alerte. Justement, ce document, on l'a vu. Très bien. Et là, vous apportez de l'eau à mon moulin. On a vu ce document. Mais on a vu encore une autre chose. C'est qu'il y a eu une évasion au Libéria. Et donc, des services ont prévenu la Côte d'Ivoire que... L'ambassade de Côte d'Ivoire au Libéria. Voilà, qu'il y a eu une évasion au Libéria. Et que cette évasion pourrait avoir... Puisqu'il y a des anciens machins, etc. Moi, je mets en doute quand même l'authenticité de ce document. Mais admettons qu'on disons que c'est une information dans tous les cas. C'est une information. Comment ça se fait que, justement, on peut imaginer que c'est... Puisque là, on trouve des passeports de Libériens, on trouve des documents... Des contrats de Libériens. Comment ça se fait? Vous avez des combattants qui se baladent avec des contrats de travail? Là, maintenant, c'est la véracité des preuves. Là, on rentre dans autre chose. Moi, je dis juste, est-ce que je peux lier le fait qu'on nous a prévenu
et le fait que ces combattants... Mais le libéral a dont toujours on a été prévenu pourvoyeur de combattants en territoire Mais on ivoirien. n'a pas Voilà. très On nous a souvent- prévenu de leur arrivée et ils sont venus, ils ont tiré. Et pour moi, évidemment, il y a faillite. Mais quand ils ont tiré, ils ont tué personne, Alain. André, on les Non, a mais quand même l'objectif, quand on repoussés. tire, c'était c'est pas pas ça. pour jouer au ludo. Ben, c'est à quel moment on dit à notre armée je pense de qu'on- revoir sa On stratégie doit recentrer. Là, je sais pas, moi, je c'est te la question rejoins, que je André. me Je pose. te rejoins, S'il André. vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Alors, les questions se posaient. D'accord. Donc, dans un premier temps, c'était est-ce qu'il fallait communiquer est-ce qu'il existait forcément une réaction après tout ce qui s'est passé? On est tous d'accord ici pour dire Naturellement, qu'il oui. y a quelque part eu une réaction. Peut-être qu'elle n'a pas forcément été communiquée pour faire plaisir à M. André Bois, mais on est d'accord Pas qu'il y a seulement. certainement une réaction. Que visent ces attaques? D'autres questions qu'on peut se poser. Ces attaques visent-elles des points pour les questions terroristes ou encore, Alain disait tout à l'heure, militaro-politique ou politico-militaire. Oui, Stratégique, chacun non? a ses Ouais. objectifs. À ses objectifs. C'est ça. Voilà. Le djihadiste, il vient, il sème la terreur. Bon, ceux qui ont été neutralisés, excusez-moi Brice, ceux qui ont été neutralisés à Bobo, je ne pense pas que ce soit 5-6 personnes qui viennent prendre Abidjan. Donc, cela procède du harcèlement des forces de défense et de sécurité. C'est pour les tester. Il y a sans Mais après, doute... ça peut participer Oui, d'une c'est ce stratégie. que j'allais plus- dire. C'est plus ce que globale. j'allais- il y a sans Ok. doute d'autres Mais actions. c'est tout ça le De toute terrorisme. manière, mais de toute C'est manière, ça, il y en la a qui terreur. ont, il y en Mais a bien qui sûr, ont été bien sûr. arrêtés, il y en a qui ont été arrêtés, Oui, ils seront oui. interrogés, Et c'est bien, on aura oui, d'autres au moins, on informations saura. supplémentaires. On Moi, saura. Brice, si tu permets, pour revenir vraiment sur ta question de l'inquiétude, je pense qu'il y a un autre point dont on n'a pas parlé, c'est les récents événements au Tchad. Parce qu'aujourd'hui, on était quand même tranquille quand même que le Tchad arrive quand même à manager tout ça. Vous arrivez, Voilà. à lier ça? Mais non, je ne lis pas forcément les dernières attaques aux événements du Tchad. Ce que je dis, c'est que moi, je suis d'autant plus inquiète aujourd'hui que le Tchad, qui était réputé pouvoir gérer quand même jusque-là, être un pays tampon jusque-là pour protéger quand même les pays frontaliers et les pays un peu de la sous-région, soit aujourd'hui dans une situation d'instabilité et que le terrorisme prenne encore plus d'ampleur et plus de En fait, terrain. ce que tu veux dire, c'est que je suis encore plus C'est un nouveau inquiète. point de vigilance, en fait, à nos portes. Oui. Vous parliez tout à l'heure du rôle des populations. On a peut-être envie de dire aux uns aux autres qu'il y a une nouvelle habitude, vous parlez de sensibilisation, peut-être qu'il n'était pas dans les habitudes des Ivoiriens, par exemple, d'avoir un regard assez profond, Suspicieux. suspicieux. Après les attentats de Grand Bassam, on a quand même eu Mais c'est pas dans la culture des oui, mais on a après Mais c'est dans la l'attentat culture de Grand personne, Bassam, oui, Mais cette plusieurs situation mois qui- après, les populations arrivaient à identifier ou à même poster sur Ouais. Facebook, j'ai remarqué quelqu'un qui était bizarre dans un supermarché. Ça commençait à Oui, signaler oui. en fait. Après maintenant ça s'est calmé, mais je pense que ce point de vigilance doit Il fait partie du dispositif de sécurité. augmenter Il faut et peut-être voilà, mettre les sur populations pied doivent un numéro s'impliquer. vert. Oui, c'est ça. Un numéro vert, je ne sais pas s'il existe. Au niveau du ministère de la Défense. Sur ce dossier, ce que je voulais dire, on en a déjà parlé dans nos émissions. C'est le silence des partis politiques. Voilà. Parce que D'accord. c'est bien de demander des comptes au gouvernement. Je te parlais de la représentation nationale. C'est Voilà. tout ça, les partis. Je n'ai lu aucune déclaration de parti politique, ni proche du gouvernement, ni dans De l'opposition. l'opposition. Oh, ce sont quand même des questions importantes. Ne serait-ce même que déjà pour s'émouvoir de cette énième attaque contre le pays et des blessés dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité, et peut-être demander au gouvernement des éclairages. Ça ne concerne pas les postes de la CEI. Pourquoi vous voulez qu'ils se plaignent Pour terminer sur ce point, messieurs et mesdames, pour terminer sur ce point, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est, sur le plan sécuritaire, capable de faire face à ces différentes attaques? Moi, je pense que oui. On a un institut qui est presque en finition, Qui a Oui, ouvert. qui a même ouvert, qui a oui, même fait une qui est dédié à la conférence lutte contre le terrorisme avec différentes parties prenantes dans cet institut. Je pense que c'est un point à prendre en compte également. On a des pays frontaliers également qui se battent contre ce terrorisme et qui sont des alliés également. On a le G5 Sahel qui est également un partenaire. Je pense que Et puis on a une armée. oui, on a une armée Moi, quand même. moi, Oui. c'est vraiment- Les de FACI plus en sont plus, assez Il s'agit de déterminés. dire, est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, à travers la réaction de son armée, est en capacité de faire face à ce type d'attaque? Eh bien oui, parce Oui, qu'on je le pense que constate. Oui. On le constate, on voit un déploiement de moyens, donc ils D'accord. sont en capacité. Maintenant, il n'y a pas que ça. Mais Faisons en sorte- l'inquiétude, faisons quand en même, la sorte- menace est là. utilisons le renseignement pour déjouer
plus d'attaques. En tout cas, c'est une attaque de trop et c'est cette attaque-là qui permet donc certainement aux uns aux autres, notamment à notre armée, de redoubler d'efforts, d'ouvrir l'œil et même aux populations. Et il faut rassurer les populations. D'ouvrir les yeux, c'est important. Voilà, il faut communiquer, il faut rassurer les populations en communiquant. Et surtout dans les lieux publics, il faut faire attention. Très bien. Il faut être vigilant. Très Bon, attention. on va évoquer un autre point. Celui-là parle également de sécurité, mais à une échelle différente. Eh bien, ce sont les séries de viols, de meurtres en série, eh bien, qui également préoccupent les uns et les autres. On l'a vu, l'interpellation d'un suspect. Du Sieur Zadi Israël. Du Sieur Zadi Israël. Les témoignages des victimes, on a eu des informations sur le mode opératoire. En tout cas, c'est une situation également qui préoccupe. Mais bon, encore une fois, on dira bravo à nos fins limiers qui ont réussi à mettre en déroute un... Oui, là, pour le coup, parce que ce n'est pas le même niveau d'approche, pour le coup, on dit la police fait plutôt bien son travail, parce que ça fait un moment que sur les réseaux sociaux, on parle de ce violeur, on parlait même de violeur en série, on pourra toujours, Alain, on en débattait sur le qualificatif, etc. Mais là, il a été mis aux arrêts. Mais ce qui a été intéressant, puisque vous parliez tout à l'heure de coopération de la population, d'abord, dans un premier temps, la police a affiché ça, pour dire, écoutez, on a ce monsieur, appel à témoins, venez, dites-nous exactement, est-ce que vous le connaissez, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et au final, ça a donné ce que ça a donné, puisqu'il a été déféré donc, à la police criminelle. Il a été donc mis aux arrêts. Donc aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire se retrouve face... Est-ce que c'est notre premier cas de violeur en série? On verra, on pourra toujours en débattre avec nos différents chercheurs en criminologie. Oui, je pense qu'il faut vraiment faire attention, et notamment un message à l'attention de toutes les personnes qui peuvent être vulnérables. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il est tellement facile de rentrer en contact avec des individus qu'on ne connaît pas, qui vous vendent monts et merveilles et qui en fait vous attirent dans un traquenard pour porter atteinte à votre intégrité, à votre vie. Et il est bon que la police, en tout cas, ait mis la main sur cette personne-là. Ouais. Et je suis certain qu'il y a d'autres victimes qui n'osent peut-être pas témoigner parce qu'elles ont honte, voilà, alors qu'elles n'ont... En tout cas, il y a déjà une trentaine qui ont témoigné. Mais il a dû faire plus que ça. Oui, mais il y en a une qui a témoigné en disant qu'elle n'a pas osé dénoncer parce qu'elle ne voulait pas que ses parents soient au courant. Mais que quand il a essayé plusieurs fois de la rencontrer, elle a refusé jusqu'au moment où elle a cédé et qu'elle s'est fait droguer et puis violer, elle a fini par s'enfuir. Moi, ce qui est important, c'est que les parents aussi, parce que maintenant, à partir de 11 ans, 12 ans, même 9 ans, on donne à nos enfants des téléphones, des tablettes, etc. Les sensibiliser sur ces questions-là, essayer aussi de suivre un peu avec qui ils discutent et de quoi ils parlent en fait sur les réseaux sociaux pour pouvoir encadrer tout ça. Et c'est un problème en réalité. Et en plus des parents, la société en général, parce qu'on se rappelle, il y a 2 mois, une des plaignantes, mais qui ne s'est pas plaint, mais qui a fait une vidéo Facebook pour dénoncer le viol qu'elle avait subi de cet individu, Fatim Koné. Ouais. Elle avait fait une vidéo. Sa vidéo date depuis longtemps. Exactement, depuis 2 mois. Et dans les commentaires, personne ne l'avait cru. On lui a même jeté la pierre en faisant comprendre que c'est certainement de ta faute. Tout dépend de la manière. Tout dépend de la manière dont tu t'es présenté. Exactement. Beaucoup de personnes ont douté et ça n'a pas été pris en compte. Et finalement, 2 mois après, on se retrouve avec d'autres cas et on découvre que c'est le mode opératoire qu'il pratique pour l'ensemble des personnes, des femmes qu'il a violées. Donc, la société également, il y a cette sorte de victimisation et de culture du viol qui fait partie de nos sociétés où c'est la victime qui est décriée, qui est plainte et qui est accusée en fait d'être la cause de ce viol. C'est ça qui justifie ce qu'Alain Toussaint disait tout à l'heure. Il faut changer les mentalités. Certaines personnes ont honte de se présenter ou de présenter les faits, de crainte qu'elles soient jugées à leur tour comme étant celles qui ont provoqué ces situations. Au fond, tu es responsable de t'être fait violer d'une certaine façon. Mais surtout cette affaire-là aussi, puisque sur l'opinion a relayé le fait qu'il avait déjà été arrêté dans une affaire précédente. En détention préventive. Lors de la détention préventive, il a été libéré au bout de 9 mois parce que la plaignante, dans le cadre de la confrontation avec le juge, parce que je parle du communiqué du procureur de la République, la plaignante a retiré, parce qu'effectivement, il y a eu relation sexuelle, mais la plaignante, au bout de 9 mois, a dit simplement non, en fait, j'avais menti, la relation en fait était consentie, juste que ce bon monsieur ne m'avait pas remis l'argent qu'il m'avait promis. Et donc, beaucoup de nos concitoyens se posaient la question de savoir est-ce que le fait
de l'avoir libérée. C'est pas. Est-ce que c'est pas pas plutôt dans la confrontation qu'il a tenu ses propos en disant que c'était elle que le rapport sexuel était consenti et que c'est parce qu'il n'avait pas payé les 70 000 en griffe restants, ce sont ses propos, à la Non, je comprends pas la question que tu poses. Est-ce que ces propos viennent de la plaignante? Oui, Oui, bien sûr, c'est ce que dit le communiqué du procureur. C'est-à-dire qu'il ça s'est passé en 2018, je crois, autour de fin 2018, au milieu 2018, et puis... Le 3 janvier, ils ont été confrontés. Elle porte plainte. Et en 2019, je crois, ils sont confrontés. Et c'est lors de la confrontation avec le juge d'instruction qu'elle avoue qu'elle a fait beaucoup d'éléments. C'est là où il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans le suivi des victimes de viol, de violences sexuelles. Moi, je ne parlais pas de la question. Mais il y a une précision qui a été faite par le procureur. Parce qu'il y a de la confrontation, on la met en face de son violeur, celui qui l'a agressé. Non, la précision du procureur, c'est son communiqué. Exactement. Le communiqué est assez clair. À partir du moment où on accuse quelqu'un de viol et que derrière, on vient dire non, en fait, non, il ne m'a pas violé. En fait, après, c'est forcément la loi. C'est normal qu'il n'y ait plus de poursuite. Et ça, c'est en réponse à ce que certaines personnes pensent aux accusations du fait que le système a été corrompu et c'est ce qui avait nécessité. Je suis d'accord, ça, c'est la loi, c'est normal. La procédure a été suivie. Il a été libéré pour un non-lieu parce que la victime a retiré sa plainte. Mais ce que je veux mettre en lumière, c'est que dans les cas de viol, les victimes, on l'a vu avec la présence de Dénéo sur le plateau de la Ligue des femmes, les victimes de viol ont souvent honte. Lorsqu'elles se retrouvent confrontées à leur agresseur, il y a une sorte de catharsisme qu'elles ressentent face à l'agresseur. En plus, c'est un agresseur qui utilisait des moyens comme des vidéos pour harceler, pour faire la pression, pour faire du chantage à ses victimes. Imaginez, vous faites violer, drogué et violé par cet individu, vous vous retrouvez en face de lui avec d'autres hommes qui sont des juges, par exemple, et il vous sort que c'est vous qui avez payé ou je ne sais pas quoi, forcément vous vous sentez que cette personne, voilà, il y a de la pression. D'éventuels complices. Des complices. Donc vous imaginez, vous rentrez chez vous à la maison, vous avez la menace de vous retrouver agressé par d'autres personnes. Elle a pu retirer la plainte sous la pression. Sous la pression, mais ça n'excuse pas. Ça ne veut pas dire que oui, bien sûr. La justice a suivi son cours. Le public aurait pu faire autre chose, parce qu'ils n'ont pas de preuve ni de pression, ni quoi que ce soit. Mais par contre, la question de la pression de la société, ça existe, et puis ça dissuade beaucoup de femmes de se plaindre. Alors, on va aborder un autre point, celui-là concernant donc les coupures intempestives d'électricité. De nombreux Ivoiriens ne sont pas contents, en tout cas ils sont mécontents de cette situation. On est tous mécontents. Pour ceux qui ne décolèrent pas, eh bien, face aux explications de la compagnie qui parle d'incidents sur les réseaux, de panne, de dysfonctionnement, il y en a qui n'en décolèrent pas, qui disent qu'en 2021, la Côte d'Ivoire ne devrait plus connaître ce genre de situation. Est-ce que vous partagez leur point de vue ? Pas totalement, puisque bon, une panne peut arriver. Si c'est avéré que c'est une panne, bon, voilà, une panne peut arriver aux États-Unis, partout. Enfin, il y a des coupures dues à des pannes. On est d'accord là-dessus. Une panne, c'est une panne. Mais, excusez-moi, j'ai même envie de jouer du pipeau. Parce que, franchement, que la compagnie ivoirienne d'électricité se dédouane dans cette affaire, excusez-moi, c'est pas possible. Et il y a une chose, la compagnie ivoirienne d'électricité appartient à un groupe qui s'appelle le groupe Eranov. Mais excusez-moi, le groupe Eranov est propriétaire de la centrale de Cyprel. Donc, excusez-moi de nous faire croire, instamment, il faut un devoir de vérité. Et pour ça, nous, c'est notre combat. Il faut dire aux Ivoiriens, c'est des adultes, ils vont vite comprendre ce qui se passe. Mais quand on nous dit non, c'est l'État, c'est comme si il n'y a aucune entité autour de la compagnie ivoirienne d'électricité engagée dans la question de la production. Mais bien sûr, ils sont engagés, puisque Cyprel, ça appartient au même groupe que la CIE. Mais là, on parle de... ils sont forcément responsables. Il parle de dysfonctionnement, il parle de panne, il parle d'incidents sur le réseau qui justifieraient cette situation-là, en nous prévenant qu'elle pourrait prendre fin en août. À partir de là, quand même, ça commence à craindre. Une panne qui dure jusqu'en août. Et mieux qu'on sait même quand elle peut finir. Voilà. Bon, ce que je déplore, c'est que ces coupures intempestives exercent une forte pression sur le gouvernement, qui lui, en fait, a fait une concession de services publics à des entités privées, notamment pour la production, etc., et surtout la compagnie, la distribution. Et c'est celle-là qui doit rendre des comptes. Parce qu'à la fin de la période, elle va oser aller présenter une facture au consommateur, alors même qu'elle a perturbé l'utilisation, ou en tout cas le service qu'elle est censée rendre aux foyers, aux populations du pays. Donc là, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que quand le gouvernement échoue dans son programme, par exemple, de lutte contre la pauvreté ou même
à construire des D'extension du réseau électrique. Non, non, je sais, voilà, ok, d'accord. ou même d'école, D'accord. on lui demande des comptes. Et le gouvernement rend compte au moment des élections. C'est ça. On le sanctionne, ou bien au moment des législatives, etc. Mais voilà une compagnie privée qui, depuis 90, ou même avant, profite 90, ouais. donc de concessions de l'État et qui, à chaque fois, soumet les Ivoiriens à ce régime sans devoir rendre compte publiquement. Parce que lorsqu'on invite ces responsables dans les médias publics ou privés, ils ont toujours l'occasion de se dérober. Je pense qu'il faudrait que notre Parlement, moi j'en appelle toujours aux députés, Bien sûr. invite la CIE devant la représentation nationale afin que ces responsables viennent expliquer pourquoi il y a des coupures dans notre pays. Voilà, parce que nous avons un pays qui produit de l'énergie et qui la revend à des pays frontaliers, Ghana, Burkina, Mali, Sierra Leone, Libéria, etc., et qui n'est pas en mesure d'assurer même le minimum. Depuis près de 3 semaines, les Ivoiriens vivent cela. Pour dire qu'on ne peut plus se contenter que des communiqués laconiques. Non, on n'en veut plus. Franchement, il ferait mieux de se taire et d'aller devant celui qui leur a signé la concession jusqu'en 2000, je ne sais plus combien, et puis de rendre des comptes. Parce qu'on demande bien des comptes au gouvernement, on mais il faut aussi en demander à ces entreprises privées. Exactement. Non, mais là, personne ne paiera. Moi, je pense que même l'erreur, je ne sais pas, c'est pas une faute, mais enfin, j'ai envie de le dire, de la CIE, c'est de penser qu'en ne communiquant pas correctement, c'est à leur avantage. Mais non, s'ils pensent vraiment qu'il y a un problème avec l'État, ben, qu'ils viennent sur les plateaux. Il n'y a pas de problème avec l'État. Non, s'ils pensent, parce qu'ils croient qu'on en parle clairement. Oui. Mais parce que là, dans tous les cas, ceux qui prennent... Mais puisqu'on jette la balle dans le camp de l'État, mais l'État, désormais, il va falloir qu'il libéralise vraiment la production et la distribution de l'électricité. Mais en plus, je rappelle, et ça c'est l'arnaque, la production de l'électricité est libéralisée en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Mais bien sûr, puisqu'il y a plusieurs producteurs. Et la distribution a été donnée exclusivement à la CIE. Donc, elle assume son travail. Je dis que Pierre, qui veut produire de l'électricité, produit son électricité et qu'il la vende s'il veut. Voilà, s'il veut. Et que Cyprel, qui est déjà avec la CIE, vend son électricité, que l'autre groupe qui produit. Mais tout le monde n'est pas obligé de passer par la CIE. Et là, on aurait... Il y a Azito Énergie, il y a Agreco. On aurait des responsables clairement identifiés et on ne jetterait pas la balle. C'est trop facile chaque fois de dire c'est le gouvernement, c'est le gouvernement. Monsieur, j'ai une minute sur cette question. Je finis là-dessus. Ils sont distributeurs, d'accord, mais ils ont la Cyprel. Ils n'ont qu'à investir massivement à la Cyprel. Pourquoi ils parlent de l'État? Et puis jusqu'à présent, le patrimoine qu'ils utilisent, c'est celui de l'État. Voilà. Énergie Côte d'Ivoire, c'est l'État. Qui est une émanation de l'ESI, Énergie électrique de Côte d'Ivoire, etc. Donc voilà une société qui vient, qui est sur le patrimoine de l'État, qui distribue l'énergie, qui empoche les fonds. Voilà, c'est ça, pardon. Et qui estime qu'elle n'a pas de compte à rendre. Ben, il faudrait qu'elle en rende maintenant et puis qu'elle revoie aussi peut-être ses tarifs parce qu'on ne peut pas priver d'électricité des centaines de milliers de foyers et puis vouloir s'en sortir comme ça, comme si on sortait d'un bal populaire. On attend nos députés. Ce n'est pas possible. Voilà. Que les députés s'en saisissent. On vous dit qui va payer pour ça. Ils ne paieront pas. Voilà, on dira oui. Ils ne paieront pas. Non, mais et puis le suivi va payer, non. Mais parce que j'ai le truc de l'ANARE, il faut qu'on en parle 2 secondes. Parce qu'il y a comment on l'appelle, il y a un régulateur au niveau de nos relations avec le distributeur, l'ANARE. Par exemple, les Ivoiriens, on ne prend pas l'habitude d'aller remonter nos cas. Nos appareils qui sont endommagés pour des questions de tension, etc. Les accusations souvent fausses d'avoir volé de l'électricité, on demande des 800 000 aux gens, etc. Ben, c'est l'occasion aussi de s'adresser à l'ANARE qui doit faire son boulot pour permettre justement à ce qu'il y ait une bonne relation entre le distributeur et les Ivoiriens. C'est important. Brice, si tu permets, s'il y a une agence effectivement de régulation, son premier rôle devrait être d'abord de dénoncer, de demander des comptes justement à la CIE avant l'Assemblée nationale. Oui. Et normalement, dans un contrat de cession, puisque c'est pour un service public, il y a, j'imagine, des sanctions au cas où le service ou les cahiers des charges. Voilà. C'est déjà pas mal qu'on nous révise un tout petit peu quand même pour le prochain mois. Oui, mais justement, peut-être qu'on devrait avoir ce genre d'informations et puis à partir de là, on peut mettre en place des actions ou bien au moins demander à ce que ces actions soient mises en place. C'est exactement ce que fait la TCI pour les opérateurs de pour la téléphonie, c'est exactement ça. La convention de la CIE court jusqu'en 2035. Oui, 2035. Alors vous imaginez un peu le calvaire s'il continue comme ça. Alors, donc il faudrait vite que l'ouverture... Peut-être que le contrat peut être dénoncé. Peut-être que le contrat peut être dénoncé en cas de non-mise
peut-être pas, mais en tout cas, quand on ouvre à d'autres opérateurs privés, que chacun aille s'abonner chez l'opérateur de son choix. Ça va même arranger la CIE. Ça fait partie des Ça va même perspectives. arranger la CIE parce que désormais, on ne dira plus qu'ils sont seuls à être responsables, etc. Et ce sera clair pour tout le Les monde. fautes seront Très bien. reparties. Ben voilà. Merci, mesdames, Ni et responsable, ni messieurs. coupable. Messieurs, Voilà. merci. Merci beaucoup. Je sais que vous en avez gros sur le cœur et noir dans les yeux, certainement chez vous, pendant qu'on est en train de parler. Non, Vous n'avez peut-être pas Alain, il est d'électricité. remonté, lui. Ça, On est dans l'obscurité. Allez, on va marquer cette pause d'avant de retrouver Mike Danon pour quelque chose de beaucoup plus light. Mike Danon nous rejoint pour son point de stress de la semaine. Monsieur Danon est avec nous, vêtu Bonsoir. d'une façon étrange. Un homme bleu. J'espère que tu Bonsoir. arrives à respirer. Ouais, bonsoir mon cher Brice. Bonsoir. Bonsoir compagnon du Live Talk. Comment du allez-vous? Ça va très très bien, vous-même? Ouais, ça va, écoute. Qu'est-ce qui nous explique ce look? Écoute, j'étais un peu représentant de l'Office national de la météo dans le Sahel. Très bien. Et je viens d'arriver mais avec tous les embouteillages. Et ton chameau, il est où? J'ai dû garer le chameau justement à Toban. Le pauvre. Et j'ai dû terminer à pied. Alors, c'est l'heure du point de la météo, on va dire. Hein. Ivoirien, habitant de la Côte d'Ivoire, salam alaikum. À tous mes salam. frères musulmans, pendant ce temps de carême, qu'Allah exauce nos prières et tous nos vœux. Alors, ces dernières semaines, la météo politique était plutôt surchauffée. Hein. D'abord à l'international, l'orage a repris entre la Russie et les États-Unis. C'était un foyer trop calme jusqu'ici. Maintenant, ils ont décidé de chauffer le quartier en annonçant leur divorce. Et puis, ce n'est pas les divorces à la française, hein. Genre, ouais, d'un commun accord, nous avons décidé de nous séparer parce qu'on s'aime trop et qu'on est convaincu qu'on va se retrouver dans une autre vie, dans la peau de 2 ours polaires au Canada. Non, eux, c'est les divorces gourou bêtés. On entend les marmites et les ventilateurs voler. Démonstration. Le premier dit « it's over ». Il a renvoyé 10 membres de la famille de l'autre, a décidé de ne plus travailler avec les entreprises qui étaient soupçonnées d'avoir congossé dans le foyer. L'autre dit « ah bon, c'est moi ». Ok, petite vodka sur le côté en début d'apéro, Nastorovier. Il a renvoyé aussi 10 autres parents, il a ajouté les fonctionnaires, les ONG, les associations à l'addition. Et c'est là que tous les témoins du mariage en Europe vont dire « bon les gars, ça suffit, pardonnez, on a déjà le Covid comme problème, faites l'amour et pas la guerre ». Faites l'amour et pas la guerre. Là-dessus, le Congo a compris le message et a convolé en une nouvelle fois en de joyeuses noces avec son seul foyer, le président Denis Sassou Nguesso. Oui, de ce côté de Brazza, le climat était plutôt doux, tempéré, réception d'investiture, couvert royal, bal présidentiel, retrouvailles et tout est bien qui finit. Bien. Tout est bien qui finit bien. En Afrique, ça dure généralement qu'une seule semaine, car nous sommes tous dopés au rebondissement. Hein. On a fini le mariage au Congo-Brazza, on est tombé dans le funérailles au Tchad. Cette nouvelle a estomaqué toute la communauté africaine et internationale. Yako et nos condoléances à nos frères du Tchad. La météo n'a pas été clémente de ce côté du monde. Hein. Alors qu'il amorçait joyeusement sa 6e vitesse, hein, le débit est retombé dès le lendemain dans une froidicule. Ouais, ne cherchez pas, mon frère André Bois, ce mot n'existe pas. Je viens de l'inventer pour traduire le froid dans la canicule du Sahel. Le grand maréchal Idriss Déby Itno est tombé au front. C'est une disparition tragique, mais comme disait le sage poète Birago Diop, les morts en Afrique ne sont pas morts. L'homme est fort, il s'est réincarné dès le lendemain. Un Idriss Déby pour un autre Idriss Déby, les scénaristes de Game of Thrones ont encore frappé. Parlant des rebondissements, voici cette fois-ci et une fois dans le Game of Love. Après avoir été crucifié pendant quelques semaines, le numéro 9 camerounais, Samuel Eto'o-Fils, s'est ressuscité dans les bras du numéro 10 ballon d'or des foyers footballeurs, Mamana Georgette Eto'o. Pour son anniversaire, il lui a fait une surprise magnifique. Donc voilà, le couple Eto'o, oui j'ai dit le couple Eto'o, je n'ai pas dit les flous Eto'o. Le couple Eto'o s'est donné la main, hein, s'est donné beaucoup d'amour, de joie, de bisous et ils vécurent heureux à Assini. Ah, Assini et ses merveilles. Didi B a eu du succès avec Assini. Le gouvernement a géré les premières heures de crise du Covid en chillant à Assini. La vie d'Eric Seri a changé le jour où il a fait Assini. J'ai dit, oh, les filles d'Assini, là, venez nous marier. Parce que depuis, on est dans le foyer d'engrais, là. C'est l'argent, notre argent finit dans Coco Vico comme dans Covid. Parlant du Covid, après avoir fait la pluie et le beau temps dans le monde, c'est en Afrique que la Covid a fumé sa tasse.
Jusqu'en vaccin est venu, vaccin est en train de répartir, les gars sont toujours en train de zouker au palais de la culture. Mais à la surprise générale, après la variante brésilienne et sud-africaine, c'est en Côte d'Ivoire qu'on découvre 2 nouvelles variantes ces temps-ci. Ah oui? Oui, la variante ce.i.i, scientifiquement traduite par coupure intempestive de courant, et la variante TTL, entendez par là, tutelle lavée. Quand la CIE vous prend pour cible, c'est sans appel, c'est brutal, vous disjonctez et vous n'y voyez que du noir. La TTL, quant à elle, elle est moins virulente. Avec un bain mauritanien, un peu de parfum, ça passe. Elle est imperceptible, sauf pour des narines averties. Mais le plus simple est de respecter la nouvelle distanciation sociale, c'est-à-dire 3 mètres. 1 mètre pour la Covid et 2 mètres pour les variantes. Néanmoins, l'Office national de l'épidémiologie énergétique a produit un communiqué pour informer la population que ce dysfonctionnement sera réglé d'ici. Bon, d'ici là, soyons peace and love. Dans toute chose, il faut voir le côté positif. Positif plutôt. Une coupure de courant n'est mauvaise que quand on est seul. Mais quand on est 2, il y a forcément de l'électricité quand on s'allume. Pardon. Oh là là. Désolé, pardon. Non. Pardon, ça sonne. C'est débit. Allô? Oui, mon bé Youchou. Ah, ils ont ramené le courant. Ah. Et l'eau aussi. D'accord. Bon, excusez-moi les gars, je vais me laver. Non. Merci Mike, bravo. Le point de stress, tous les jeudis de Mike Danon, celui-là qui met fin à notre rendez-vous de ce jeudi, dans la bonne humeur et avec le sourire. C'est d'ailleurs ce qu'on vous souhaite chez vous à la maison. Prenez soin de vous et des autres. Toutes les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter de passer de bons moments à regarder les programmes de Live TV. Nous, on vous retrouve lundi. Elle s'attend à ce que je le dise et je le dirai. Rabia Diallo sera aux côtés de Connie Touré et des autres girls demain pour le Live Weekend avec un invité. Vous aurez qui comme invité sur le plateau? Youssoufa. Ouais. Ça va rapper. Grave. Oh, yes. Les lyricistes. On aurait pu dire que c'est en rap qu'on finit cette émission, mais bon, on est bien sérieux ici. Au moins avec lui, le courant passera. Voilà. On vous retrouve lundi, Chapeau bas. Inch'Allah. Dieu veille sur vous, Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Lundi.